Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'affaire Dreyfus. Cette vidéo sera décomposée en deux parties. La première partie portera sur le contexte de l'affaire Dreyfus, donc contexte économique, mais aussi social et la politique extérieure, notamment sur la relation franco-allemande. Et la deuxième partie portera sur le déroulement de l'affaire Dreyfus, de septembre 1894 jusqu'à 1906, la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Nous allons parler premièrement du contexte économique. En 1873 a lieu la crise boursière avec le krach de Vienne, qui finit en crise mondiale et qui se répercute sur Paris, Berlin et New York. Cela conduit à des faillites comme celle de la Banque de l'Union Générale en France en 1882. De plus, ce contexte économique dur, austère, entraîne dans sa chute les métiers du fer, du bâtiment et du textile, particulièrement la région normande. Les paysans français sont eux aussi dans une période très difficile avec des maladies qui se répandent comme le phylloxéra en 1876 et qui touche le vignoble, et surtout la concurrence sur le blé des produits étrangers, particulièrement l'Australie, et les États-Unis, qui font chuter de prix de 40% entre les années 1880 et 1900. Cette misère agricole crée une stagnation de la production et la ruine des rentiers du bâtiment. Tout cela entraîne un exode rural, comme dans les régions du Massif central ou dans les Pyrénées. Bien entendu, il y a un fort chômage, par exemple dans la région parisienne, la moitié des ouvriers du bâtiment sont au chômage en 1885. Deuxièmement, il y a le contexte social. Il existe une très forte montée du nationalisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Suite de la défaite contre la Prusse, un bon nombre de Français sont revanchards et n'ont pas oublié leur défaite, ce qui se caractérise par une montée du nationalisme. L'antisémitisme, lui, se développe par l'Autriche et l'Allemagne. Cela puise sur le sentiment nationaliste, aidé par la crise économique. Le « juif » est l'ennemi de la nation et est la cause de tous les maux qui frappent le pays. Et dernièrement, le contexte politique extérieur militaire est compliqué. Il y a une course à l'armement entre la France et l'Allemagne, notamment concernant l'artillerie, avec l'obusier 120 mm C modèle 1890 et le canon de 75 mm de 1897, qui a été conçu quelques années auparavant. D'autant plus, la France sait qu'elle se fait espionner par l'Allemagne. Alors bien entendu, le climat politique entre la France et l'Allemagne est clairement tendu. L'affaire Dreyfus est une affaire d'espionnage. En septembre 1894, les services secrets français interceptent un bordereau contenant des informations militaires telles que des informations sur Afrin-Doli, les troupes de couverture, ce sont des militaires protégeant la frontière, mais aussi des informations sur Madagascar, ou sur une modification des formations de l'artillerie, et pour finir des informations sur le projet de manuel de tir concernant l'artillerie de campagne. Ce bordereau non signé ni daté est adressé par un officier français aux Allemands. S'ensuit alors une enquête interne de l'état-major pour trouver le coupable de cette lettre, et des soupçons portent sur un capitaine, un officier juif de l'état-major qui travaillait comme stagiaire au deuxième bureau, c'est-à-dire le contre-espionnage. Ce capitaine est Alfred Dreyfus. L'affaire est bouclée, le capitaine Dreyfus est arrêté le 15 octobre. Juste avant le procès, les juges reçoivent un dossier secret monté de toutes parts contenant une dizaine de pièces, dont une pièce étant un billet de l'attaché militaire allemand Max von Schwarzkoppen à l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi, qui désigne, je cite, cette canaille de D comme étant le traître de l'armée française, le D voulant dire l'initiale de Dreyfus. L'affaire est clairement pliée. La presse tout entière s'en mêle, notamment la presse antisémite qui voit en ce procès du juif militaire une occasion de proférer des propos antisémites et de faire une campagne contre les juifs dans l'armée française, menée par Édouard Drumont avec le journal La Libre Parole. De plus, le 28 novembre 1894, le général Mercier, le ministre de la Guerre, a fait une interview publiée au Figaro, expliquant qu'il existe des « rapports accablants » concernant Alfred Dreyfus. Tout cela mène à la condamnation de Dreyfus le 22 décembre. Le chef d'inculpation est l'espionnage nommé intelligence avec l'ennemi, et les sanctions sont dégradation militaire, puis la déportation perpétuelle. Cela est prononcé par le Conseil de guerre de Paris. La dégradation militaire est une cérémonie où le soldat se voit retirer son grade. Sa dégradation se fait à la cour de l'Hôtel des Invalides le 5 janvier 1895. Le 21 février, il embarque dans un bateau direction l'île du Diable sur la côte de la Guyane pour y arriver le 12 avril 1895. Comme dit précédemment, la presse et le peuple quasi unanimement sont convaincus de la culpabilité de Dreyfus. Seul Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, accompagné de l'écrivain Bernard Lazare, proteste et met tout en place pour rendre Dreyfus non coupable. Le service de renseignement militaire, dirigé par le lieutenant-colonel Picard, va trouver le réel responsable du bordereau. En mars 1896, Picard découvre le nom du coupable en effectuant sa propre enquête sans en informer son état-major. Il découvre que le réel coupable est le colonel Ferdinand Walsin Esterhazy. Avec cette nouvelle information, Bernard Lazare écrit un article expliquant toutes les informations qu'ils ont en leur possession. L'état-major mute Picard en Tunisie en octobre 1896. Le successeur de Picard est le colonel Henry, et il fabrique un faux document qui accable Dreyfus. Picard, voyant tout cela,
Il rentre à Paris et discute avec son ami, un avocat, Louis Leblois, et lui donne toutes les informations. Leblois raconte tout cela à un sénateur du nom de Sherlock Kestner. Mathieu Dreyfus porte plainte contre Esterhazy le 15 novembre 1897 et s'ouvre alors un procès au Conseil de guerre, et Esterhazy est acquitté le 11 janvier 1898. C'est cet acquittement qui lance véritablement l'affaire Dreyfus. Émile Zola publie son manifeste nommé « J'accuse » par Georges Clemenceau dans le journal L'Aurore le 13 janvier 1898. Ce manifeste dénonce l'armée, le pouvoir politique et la justice, puis il permet de réunir toutes les informations de l'affaire Dreyfus. Le 23 février, il est condamné pour diffamation vers le ministre de la Guerre. Cela permet de relancer officiellement et véritablement l'affaire Dreyfus. Le 23 janvier 1898, Clemenceau décrit l'entrée en scène des intellectuels, comme il aime les appeler. Ce sont alors des journalistes, des savants, des professeurs, des écrivains, mais aussi des artistes. Les journaux s'emparent de l'affaire qui est amplement médiatisée. Il y a d'un côté des journaux dreyfusards comme L'Aurore avec à sa tête Clemenceau, appuyé par le journal La Petite République de Jean Jaurès, mais aussi La Fronde de Marguerite Durand, ou bien Le Figaro qui est le seul journal conservateur de leur côté. De l'autre côté, il y a le journal antisémite, La Libre Parole, le journal nationaliste, La Transigeant, le journal catholique, La Croix, ou bien même des journaux populaires comme le Petit Journal. Cependant, il n'y a pas que les journalistes qui s'en mêlent, mais des personnalités telles que Anatole France, Charles Péguy, Marcel Proust ou André Gide soutiennent l'Aurore et son combat à travers Zola. Mais la Ligue de la patrie française, créée par des anti-Dreyfusards en septembre 1898, compte plus de 150 000 membres, dont des académiciens et des poètes écrivains de forte renommée comme Jules Verne ou Frédéric Mistral. Le 30 août de la même année, le colonel Henry avoue le montage suite à la prise en main de l'affaire par Cavaignac, qu'un anti-Dreyfusard revendiqué. Cavaignac interroge Henry suite à la découverte d'incohérences par le capitaine Cuigny. Henry se suicide le 31 août de la même année au fort du Mont-Valérien. Cependant, avec cela, des propos antisémites sont faits par une droite nationaliste. Elle est représentée par Rochefort, mais aussi par des journaux comme La Croix, mais aussi des monarchistes comme le duc d'Orléans. Tout ce monde se rassemble sous l'Action française, créée en avril 1898 par Henri Vaugeois et Maurice Pojot, qui défendent la thèse de Charles Maurras sur le nationalisme intégral. Le seul thème qui rassemble toute cette droite conservatrice très nationaliste et très violente est l'antisémitisme, avec l'hebdomadaire L'Anti-Juif et la Ligue antisémite de Jules Guérin. Il tente même un coup d'État qui échoue le 23 février 1899. Pour contrer toute cette violence désolante et cet acharnement contre un innocent, le sénateur Sherlock Kestner, le socialiste Jean Jaurès, ainsi que la grande majeure partie des radicaux se sont rangés du camp des Dreyfusards. Ils fondent alors la Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen en juin 1898. Cependant, un bon nombre de socialistes, notamment des partisans de Jules Guesde, estiment qu'ils ne doivent pas défendre Dreyfus étant donné qu'il est issu d'une famille bourgeoise et riche. Bon nombre de républicains se réunissent derrière René Waldeck-Rousseau pour contrer le danger que pèsent les nationalistes sur la République. Ils forment alors un gouvernement de défense républicaine le 22 juin 1899. Ils nomment le général Marquis de Gallifet au poste de ministre de la guerre et son rôle est d'épurer l'armée des éléments anti-républicains. Ce même gouvernement dissout la congrégation des Assomptionnistes qui étaient antisémites et anti-Dreyfusards bien entendu, et il fait juger en haute cour Paul Déroulède et Jules Guérin. Concernant la poursuite de l'affaire Dreyfus, le premier jugement a été cassé le 3 juin 1899 et jugé une seconde fois pour le Conseil de guerre à Rennes. Son avocat, Maître Labourie, est blessé par balle d'un attentat dans le dos. Il ne peut pas intervenir pendant une semaine. Dreyfus est encore reconnu coupable avec, entre guillemets, circonstances atténuantes et il est condamné à 10 ans de détention le 9 septembre 1899. Le président de la République, Émile Loubet et Waldeck-Rousseau le gracient et il est libéré le 19 septembre de la même année. 3 ans plus tard, le 29 septembre 1902, Émile Zola décède. L'affaire est relancée le 7 avril 1903 lorsque Jean Jaurès est élu et après plusieurs années de déboires judiciaires avec la Cour de cassation, le 12 juillet 1906, la Cour de cassation prononce l'entière réhabilitation d'Alfred Dreyfus.